357 tués en l'espace de 10 minutes, 20 quartiers de la capitale qui sont dévastés. Il faut faire quelque chose. Et il ne faut surtout pas se poser la question des chances de succès. Cela dit, est-ce que le Liban était préparé à commencer les négociations? Pas vraiment. Est-ce que les Israéliens étaient prêts pour une négociation? Pas plus. Donc c'est surtout une démarche américaine pour le moment. Si l'intégrité territoriale du Liban est menacée par un accord, il n'y aura pas un seul Libanais qui négociera avec les Israéliens. Ça, c'est de l'ordre des lignes, non pas rouges, mais rouges sang. Est-ce que cette guerre, elle marque la fin du moment américain? Il faut véritablement distinguer ce qui relève de la précipitation de Trump à engager une guerre mal pensée, mal préparée, et de ce qui relève d'une espèce de déclin historique. À quelles conditions le Liban serait prêt à aller vers un accord de paix avec Israël? On n'en est pas là. Et peut-être qu'on peut penser à une formule intermédiaire. Bonjour Hassan Salameh. Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de résoudre une équation assez complexe tous les deux, c'est-à-dire de faire un 3 en 1, faire une interview à la fois avec le ministre, le diplomate et le professeur de relations internationales dans une même interview. Ouh là là. Alors, on va avoir un format qui est un peu plus politique que ce que l'on fait d'habitude, mais on va tout de même essayer de prendre le temps, de prendre aussi de la hauteur par rapport aux événements, pour parler à la fois du Liban, de la région et d'un sujet qui vous intéresse un tout petit peu, à savoir l'état du monde. On va évoquer bien sûr le sujet chaud du moment à la négociation qui ont commencé hier à Washington. C'était très visible dès le communiqué commun. Il y a 3 objectifs qui sont différents dans la tête des 3 acteurs qui négocient. L'Américain dit on va vers un accord de paix global. L'Israélien dit le Libanais est de mon côté pour désarmer le Hezbollah. Et le Libanais répond moi, ce qui m'importe, c'est un retour aux conditions du cessez-le-feu de novembre 2024. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à Washington et ailleurs? Est-ce que c'est le début, la première étape d'un long processus qui peut aboutir éventuellement à un accord de paix? Est-ce que c'est quelque chose, pour l'instant, qui est difficile à définir et le Liban est forcé et contraint de marcher dans le brouillard compte tenu du rapport de force sur le terrain? Écoutez, il y a 2 récits concernant cette affaire, l'archéologie de ce processus. Et il y a le récit qui dit que le président de la République, désespéré de voir que les arrangements de novembre 2024 n'étaient pas respectés, n'étaient pas implémentés, n'étaient pas pris assez au sérieux par les 2 puissances qui étaient censées les réguler, c'est-à-dire les États-Unis et la France, on est arrivé dans un moment à se dire, bon, moi je vais aller renégocier avec Israël pour essayer d'obtenir ce cessez-le-feu que je n'ai pas obtenu avec ces arrangements. Ça, c'est un récit. L'autre récit consiste à dire les Israéliens et les Américains après les Israéliens, après avoir intégré le cessez-le-feu au Liban, au cessez-le-feu négocié à Islamabad, ont décidé de s'en retirer et de créer un processus à part. Toujours est-il que ces 2 récits ne sont pas nécessairement contradictoires. On peut même penser qu'ils sont complémentaires, car il y a de la vérité dans les 2 cas. Le président a bien proposé longtemps avant la guerre la négociation, et de l'autre, effectivement, les Pakistanais et les Iraniens avaient intégré le Liban parmi d'autres théâtres dans la négociation du cessez-le-feu. Est-ce que c'est mauvais? Je ne crois pas que ce soit mauvais. Je crois même que c'est bénéfique pour le Liban d'avoir comme ça 2 possibilités d'agir. Ce qui est sûr, c'est qu'une structure a été mise en place qui ressemble davantage à ce que le Liban voudrait avoir. Et cela vaut principalement pour le rôle des Américains. Les Américains à Islamabad sont une partie belligérante. Et le pays hôte, sinon le pays médiateur, c'est le Pakistan. Et ils ont en face d'eux l'Iran. Donc vous avez les États-Unis belligérants, l'Iran qui est belligérant. Ils sont face à face. Dans le processus de Washington, les États-Unis ont un rôle entièrement, radicalement différent, qui est celui de médiateur. Pas seulement d'hôte, mais de médiateur assumé. Donc il y a l'Israélien d'un côté, le Libanais de l'autre, et il y a l'Américain au milieu. Et autant que je sache, le secrétaire d'État américain, en acceptant d'ouvrir les débats
a voulu donner une certaine solennité à une réunion qui était supposée être technique. Le secrétaire d'État, pendant les 2 heures que la négociation a duré, ou la discussion a duré, a fait un effort particulier pour, sinon être équidistant des 2 parties, ce qui est difficile pour des raisons que tout le monde connaît, a essayé d'être compréhensif, ou assez compréhensif pour le discours de la partie libanaise, pour montrer qu'il avait véritablement assumé son habit de médiateur et non pas de belligérant, comme c'est le cas à Islamabad. Donc il y a une différence radicale dans le rôle des Américains et donc dans la nature du processus en marche. Cela dit, est-ce que le Liban était préparé à commencer des négociations? Pas vraiment. On dira tout à l'heure qu'est-ce qu'il faut pour cela. Est-ce que les Israéliens étaient prêts pour une négociation? Pas plus. Ça faisait à peine 3 jours qu'ils avaient accepté la proposition du président de la République. Donc c'est surtout une démarche américaine pour le moment. Donc c'est une démarche américaine pour construire une coquille qui n'est pas encore très remplie, pour ne pas dire qu'elle est vide, mais une coquille qui existe, un format, et qui peut être utilisée à l'avenir. Cette coquille peut durer même en l'absence d'un cessez-le-feu? Écoutez, le Liban n'a pas été extrêmement explicite dans l'expression de son vœu. Il a demandé un cessez-le-feu, ou du moins une suspension de l'activité guerrière, ou du moins une pause dans cette activité guerrière. Mais il n'a pas transformé cette exigence En condition préalable, parce qu'il ne voulait pas tout faire sauter. Cela dit, il y avait un accord. Cela dit, il y avait d'abord beaucoup de réalisme. On savait que, comme toute conversation préliminaire à des négociations, les agendas seraient très différents. Donc, il était impossible de penser à un communiqué commun israélo-libanais. Donc, il y a eu un communiqué américain qui a repris le discours des Israéliens et celui des Libanais, l'un à côté de l'autre, en disant voilà ce qu'ils se sont dit. Et normalement, les Israéliens et les Libanais devaient se contenter de cela. Seulement, les Israéliens ont cassé la règle du jeu et l'ambassadeur d'Israël a commencé à faire des déclarations sur son refus de cesser le feu, sur la nécessité d'aller vers le désarmement immédiat du Hezbollah, sur le vœu de voir un accord de paix entre le Liban et Israël. Et surtout sur le fait qu'il a constaté une convergence de vues. C'est ça. Nous sommes du même côté de l'équation. Voilà. Ce qui a obligé la partie libanaise à répéter ce qu'elle avait dit à l'intérieur de la réunion. Mais ce genre d'accident arrive. Et j'avais déjà noté, il y a plusieurs années, Bibi Netanyahu, qui était seulement le porte-parole de la délégation israélienne conduite par Shamir à la conférence de Madrid, faire le même, comment dirais-je, la même violation d'un accord préalable sur la communication. Ce serait quoi le meilleur accord possible pour le Liban? Le meilleur accord possible pour le Liban est un accord qui aurait réussi à réunir le plus large éventail de consensus libanais autour de l'objectif recherché par ces négociations. Le rapport de force entre le Liban et Israël n'est certainement pas en faveur du Liban. Si en plus de cela, vous commencez une négociation avec un public libanais entièrement divisé, vous n'allez pas arranger le rapport de force en votre faveur, vous allez l'aggraver en votre défaveur. C'est pourquoi il faut, je pense, de la part de celui qui a pris l'initiative de cette affaire, c'est-à-dire le président de la République, il faut qu'il fasse un effort pour faire adhérer à son idée le plus grand nombre de Libanais. Pensez à une unanimité de l'ordre de l'irréel total. Et les Libanais ne sont même pas unanimes s'il fait beau ou s'il pleut. Donc, encore plus sur des questions politiques. Mais le président de la République doit faire cela en vue de ne pas aggraver davantage un rapport de force qui n'est pas
en notre faveur. Mais concrètement, à quoi Mais pourrait... il doit faire aussi autre chose. Il doit lancer un débat sur les questions fondamentales qui restent de l'ordre du virtuel. Où ces négociations? S'il me demandait mon avis, je les garderai là où elles ont commencé. Quand? Lorsque on a créé ce consensus. 3, à quel niveau? Au niveau des négociateurs qu'il a déjà désignés. Mais 4, et ça me paraît le plus important, quel est le produit final de cette négociation? Et là, il y a beaucoup de possibilités, parce que la palette des produits finaux est large. Ça va d'un rétablissement de l'armistice de 1949 à un accord de paix en bonne et due forme avec toutes sortes de passage obligé. de formules intermédiaires entre ces deux extrêmes. Il faut qu'on s'entende sur ce que nous devons rechercher avant d'aller le chercher auprès des Israéliens, mais sur ce point-là, on n'est pas véritablement d'accord. Les Syriens ont décidé qu'ils veulent une formule intermédiaire qui est un accord de sécurité. Ils n'y ont pas réussi et nous devons apprendre de leur échec. C'est ça un peu le point d'interrogation aujourd'hui, c'est qu'on voit bien quelles sont les conditions israéliennes. Désarmement du Hezbollah, rendre le Sud totalement inhabitable, rupture des relations avec l'Iran, une lutte du gouvernement contre tout organisme qui, de près ou de loin, ressemble à un lien avec le parti, le fait que même les membres du Hezbollah ne doivent plus participer au gouvernement. Enfin, il y a tout un tas de conditions israéliennes qu'on voit très bien. On a beaucoup plus de mal à voir à quelles conditions, encore une fois, on est dans un scénario utopique, mais à quelles conditions le Liban serait prêt à aller vers un accord de paix avec Israël? On n'en est pas là. Et peut-être qu'on peut penser à une formule intermédiaire que je trouve plus réaliste à l'heure actuelle. C'est-à-dire, on pourrait peut-être songer à un accord de non-belligérance qui fonctionnerait pendant quelques années pour tester les intentions des uns et des autres. Et puis ensuite, peut-être qu'on envisagerait un accord plus complet. Mais les Israéliens s'en contenteraient aujourd'hui? Mais bien entendu qu'on n'est pas d'accord sur quoi que ce soit parce qu'on n'a pas encore commencé à négocier. Et si on a besoin de négocier, c'est qu'on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses. Vous avez cité ce que les Israéliens vont très probablement exiger. Des armements du Hezbollah, etc. Ben, nous aussi, on a notre liste. Elle n'est pas exactement la même. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut la libération des prisonniers libanais dans les prisons israéliennes, un retrait israélien de tout le territoire libanais, une démarcation de les frontières entre nous et eux, l'application de lois sur les fleuves pour les eaux du Ouazani, l'arrêt de toute violation par air ou par mer ou par terre de la souveraineté libanaise. Nous avons notre liste, ils ont la leur. L'initiative arabe ne fait pas partie de la liste, on est d'accord? Elle est trop générale, mais elle peut jouer le rôle qu'elle a toujours joué, comme un point de référence, genre normalisation contre retrait. C'était ça l'idée de l'initiative arabe. Elle s'applique difficilement dans ce cas précis parce qu'on est dans des questions plus techniques maintenant et moins principielles. Donc il y a un agenda libanais qui est, que j'imagine, est celui qui va négocier. Et il y a un agenda israélien qu'on peut imaginer en entendant leurs déclarations. Il est du premier rôle du médiateur, s'il est quelque peu équidistant des deux positions, de tenter de concilier deux agendas de négociation avant de commencer la négociation. Et par exemple, la négociation qu'il y a eu entre Bachar el-Assad et l'opposition à Genève, qui a torturé mes collègues de l'ONU à l'époque, ils ne s'étaient pas entendus sur l'agenda. L'un voulait discuter le contenu de la constitution éventuelle syrienne et l'autre disait la constitution actuelle me plaît très bien, donc tu ne peux pas avancer avec ça. Mais le rôle du médiateur est de prendre les éléments de cet agenda et de l'autre agenda, de les mixer et de telle sorte que les deux parties se considèrent suffisamment écoutés par le médiateur pour commencer une négociation. J'ai le sentiment, après je n'ai pas votre expérience diplomatique, que cet accord, on va dire, qui ressemble à un accord de sécurité, était possible avant la guerre
et que désormais il est rendu compliqué, encore plus compliqué, par le fait que les Israéliens sont sur notre sol dans une profondeur de 8 à 10 km en moyenne, et que pour qu'ils puissent en sortir, pour qu'on ait un espoir de récupérer notre souveraineté, il va falloir malheureusement leur donner un cadeau plus gros. Est-ce qu'on peut récupérer aujourd'hui, déjà, est-ce qu'un accord de paix pourrait permettre de récupérer ce territoire, et est-ce qu'on peut le récupérer avec un autre type d'accord? Il n'y a pas de négociation possible sans une reconnaissance de l'intégrité territoriale du Liban. Si l'intégrité territoriale du Liban est menacée par un accord, il n'y aura pas un seul Libanais qui négociera avec les Israéliens. Ça, c'est de l'ordre des lignes, non pas rouges, mais rouge sang. Je ne vois pas cette possibilité à l'horizon. Y compris pour un accord provisoire. Écoutez, même dans des conditions très différentes, un hôtel 5 étoiles dans la petite ville, petit village de Taba au Sinaï, les Égyptiens ont négocié pendant des années, mais ils n'ont pas lâché prise. Ils voulaient cet hôtel. Mais que diriez-vous d'une zone qui contient plus de 150 villages? Certes, le tiers d'entre eux sont déjà détruits, mais je ne crois pas qu'on puisse négocier, sinon à partir de la ligne franco-britannique des années 20, comme base de discussion dans la démarcation des frontières. L'idée que le Litanie soit la frontière nord d'Israël, l'idée qu'on puisse accepter des colonies ou des choses comme cela, et mettra fin aux négociations immédiatement. Si les Israéliens aujourd'hui s'installent dans le sud, vous avez sans doute vu la possibilité d'une séparation du territoire en 3 zones, donc une zone dans le sud. Les idées vous dorment. Une idée dans le sud dans laquelle il resterait, une deuxième zone dans laquelle il pourrait continuer de frapper, et une troisième zone dans laquelle le gouvernement devrait lui-même gérer la question du Hezbollah. C'est une situation impossible pour Beyrouth. Elle est inacceptable. La situation, en fait, les Israéliens ont une vieille relation avec les zones de sécurité. Là, ils essayent d'en inventer un nouveau concept. Ils l'ont inventé pour Gaza, c'est la fameuse ligne jaune. Ils l'ont inventé de facto sur le dossier syrien, en occupant un territoire en bas, en bas du Golan, et qui s'est étendu jusqu'à un point assez délicat par rapport à la capitale syrienne. Ils essayent de l'appliquer chez nous. Il est différent des zones de sécurité du passé que les Israéliens avaient répudiées après Ehud Barak en l'an 2000. Ils y reviennent maintenant à cause du 7 octobre. Cela est évident. Donc il faut éloigner à leurs yeux leur colonie, leur village, de toute présence, même civile, venant de l'autre côté. Ce qui fait que ces zones de sécurité 2.0 sont des zones de sécurité qui ont des caractéristiques redoutables. D'abord, elles sont basées sur une tabula rasa, non pas seulement des positions militaires, mais tout ce qui est civil, hôpitaux, écoles, maisons, etc. Avec passage en 4 vagues différentes des instruments de destruction. D'abord l'aviation et les drones, ensuite l'artillerie, ensuite des troupes commando qui viennent faire exploser les immeubles de l'intérieur pour finir avec des bulldozers qui établissent la tabula rasa. Donc c'est un genre nouveau, c'est un glacis plutôt qu'une zone de sécurité qui n'a pas les moyens d'accueillir des populations civiles. Ça, ce n'était pas le cas la première fois qu'ils ont établi. La deuxième chose, c'est qu'ils utilisent les effets démographiques de cette opération pour peser sur l'intérieur du pays.
Et dans un cas comme celui du Liban, avec une démographie complexe et multiconfessionnelle, ce genre de jeu est un jeu qui ressemble à jouer avec le feu. Donc, je crois qu'ils sont tout à fait conscients de ce qu'ils font avec cette espèce d'expulsion massive des centaines de milliers de chiites vers des zones qui ne le sont pas. J'ai du mal à voir, compte tenu du fait que le rapport de force est à leur avantage, que le médiateur a à minima un penchant en faveur d'Israël. Si aujourd'hui les Israéliens disent on ne va pas faire de cessez-le-feu, on ne va pas sortir du territoire, les Libanais peuvent dire on arrête les négociations, mais on serait complètement coincé. Quelles sont nos cartes réelles dans le cadre de cette négociation aujourd'hui? Quelles sont nos marges de manœuvre? On n'a pas beaucoup de cartes, mais il arrive des choses que si vous êtes malin, vous savez utiliser à votre avantage. Comme quoi? Mais on n'a pas beaucoup. Regardez, la proposition de notre président de négocier avec les Israéliens a certes bénéficié du cessez-le-feu d'Islamabad, etc. L'initiative américaine, la pression américaine sur Netanyahou. Mais il y a eu un élément qui a joué un rôle capital à mes yeux, que je ne vois pas les gens commenter. Il y a eu le mercredi noir. Et il y a eu une espèce de ras-le-bol dans l'opinion mondiale. 357 tués en l'espace de 10 minutes, 20 quartiers de la capitale qui sont dévastés, 2 massacres en même temps qui ont lieu dans la Beka. C'était énorme. Et je pense que comme le massacre de Cana en 1996 dans le campus des Nations Unies, cette folie aérienne qui peut être considérée comme un crime de guerre du mercredi 8 avril 2026 a poussé à ce qu'il y ait ce processus de Washington. Donc il peut y arriver des événements, il peut y arriver des évolutions qui... Aujourd'hui, les Américains ne veulent pas d'autres personnes autour de la table qu'eux-mêmes et les deux belligérants. Mais il se peut que les États-Unis, je ne sais pas, à Hormuz par exemple, ou ailleurs, aient besoin des Européens. Et si les Européens disent on veut bien aller vous aider à Hormuz ou ailleurs ou en haute mer pour aller rechercher les navires qui payent des taxes aux Iraniens, contrairement au principe du droit international. Eh bien, en retour, on voudrait être présent dans la salle qui concerne le Liban. Donc, il y a quelque chose que je ne dis pas la première fois aujourd'hui avec vous, mais il y a une différence extraordinaire, très importante, entre la domination militaire et l'hégémonie politique. Les grandes puissances ne sont pas nécessairement celles qui tirent quelque chose qui est proportionnel à leur puissance. Oublions Israël. Si on vous avait dit en 2022 que la Russie, en 4 ans, ne pourrait même pas prendre tout Donetsk, vous auriez dit c'est pas possible. Le rapport de force est tellement déséquilibré. Ils auraient déjà dû être à Kiev. Ils pensaient être à Kiev quelques jours après le début de leur attaque. Et effectivement, sur le papier, une puissance nucléaire, la plus grande géographie au monde, ce que vous voulez. Elle est là encore en train de grignoter petit village après petit hameau en Ukraine sans qu'il ne puisse vraiment donner un coup de grâce à cette opération. 4 ans plus tard. C'est anormal pour celui qui est obsédé par les éléments matériels de la puissance. Les États-Unis, quand la guerre a commencé avec l'Iran, j'ai entendu beaucoup de gens penser que le lendemain, le régime serait à genoux, par terre. 2 mois plus tard, il m'a l'air en bonne santé. Et pourtant, sur le papier, il n'y a pas d'équilibre entre l'Iran, la puissance iranienne et la puissance. Il en vaut de même pour notre relation avec Israël. C'est vrai que sur le papier, nous n'avons ni drone, ni aviation, ni même DCA, nous n'avons
nous sommes très loin d'avoir le niveau technologique des compagnies high-tech israéliennes. Nous ne pouvons pas mobiliser en 3 jours 100 000 soldats pour les envoyer à la frontière du Nord. Nous avons fait des efforts énormes pour pouvoir envoyer 10 000 soldats au sud il y a quelques mois. Donc, bien entendu, la disproportion est évidente, mais il n'y a pas que ça. Et les exemples que je vous ai donnés de très grandes puissances, peut-être, peuvent vous persuader que le rapport de force qui est sur le papier n'est pas transférable, c'est pas une structure qui est fongible, que vous pouvez traduire immédiatement en avantage diplomatique ou politique. Disons que ça persuade du fait que les Israéliens ne vont pas obtenir une victoire totale au Liban comme ils l'espèrent. Ça rassure moins sur le fait que le Liban ne sera pas défait ou ne sera pas dans un très mauvais état. Quelle est l'alternative? Quelle est l'alternative? Qu'est-ce qu'on peut... On peut gérer cette espèce de marasme dans lequel le Liban s'est jeté, un marasme à la fois sécuritaire, un marasme à la fois financier, un marasme à la fois politique, une espèce d'orphelinat diplomatique dans ses relations dans le monde. Est-ce que ce gouvernement a été créé, a été établi pour perpétuer ce marasme? Il faut faire quelque chose. Il faut avancer. Et il ne faut surtout pas se poser la question des chances de succès. Parce que si on commence à se poser la chance de succès, on ne fait rien. Il faut faire ce que vous pensez devoir être fait. Et une fois que vous le faites, vous dites, bon, j'ai réussi, ou j'ai réussi à moitié, ou j'ai pas réussi du tout. En parlant justement de faire, parlons du sujet qui fâche, du sujet le plus sensible, le plus complexe, celui du désarmement du Hezbollah. Vous avez dit dans d'autres interviews que c'est un désarmement qui demandait du temps, que vous avez eu de nombreuses expériences à l'échelle internationale qui ont prouvé à chaque fois que c'est une opération complexe et qu'il ne suffit pas de claquer des doigts ou de passer 2 coups de téléphone. Là aussi, imaginons quelque chose d'un peu utopique. Quelles seraient les conditions optimales pour aboutir aujourd'hui à ce désarmement? Mettons les Israéliens de côté, admettons que l'armée ait tous les moyens disponibles. Comment on arriverait à ce résultat? Ce qui serait optimal, je ne dis pas que c'est ça l'optimal est le plus probable, mais ce qui serait optimal, c'est que nous arrivions à persuader les dirigeants de Hezbollah que leur manière de défendre le Liban n'a pas été très efficace, pour ne pas dire davantage. Pour ne pas dire qu'elle a suscité des réactions destructrices sur le pays. Pour leur dire qu'en 2023, ils n'ont pas réussi à aider Gaza, qui a été écrasé. Et pour leur dire qu'à l'heure actuelle, ils n'arrivent pas à arrêter la machine de guerre israélienne, la machine de mort israélienne, la machine de destruction israélienne, qu'ils n'arrivent pas. Et qu'il doit y avoir d'autres moyens, Peut-être pas l'armée libanaise telle qu'elle est aujourd'hui, parce que c'est pas l'armée de Prusse. Mais peut-être qu'il y a d'autres moyens de défendre ce pays que la manière qu'ils ont choisie eux-mêmes. Et ce qui aboutirait en pratique à ce qu'ils acceptent les décisions du gouvernement d'août dernier ou de mars, il y a quelques semaines. Sans compensation institutionnelle? Avec un projet d'abord de DDR, démobilisation, désarmement et réinsertion. Et cette réinsertion serait une manière pour le gouvernement de montrer de l'intérêt pour les jeunes qui en sont. Ça, c'est le modèle idéal, le modèle optimal. Je ne dis pas que c'est le plus probable, mais puisque votre question c'est qu'est-ce qui est optimal, c'est comme ça que je vois l'optimal. Maintenant, si ce n'est pas ça qui a lieu, bien entendu, nous allons vers la poursuite de cette tension sur cette question, avec ce qui va continuer d'être à la fois un mélange de pression et de persuasion pour y arriver. Mais, bien entendu, mes vœux
vont vers ce que nous avons décrit comme le modèle optimal. Alors, allons alors vers un modèle peut-être un peu plus réaliste, où le Hezbollah, comme le disent ses dirigeants depuis désormais des mois, ne lâchera pas ses armes et est prêt même à faire une guerre civile au Liban pour garder ses armes. Et en l'absence d'un changement important au Liban, en l'absence d'une chute du régime iranien, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui au gouvernement et à l'armée pour être dans les conditions de mener sa mission à bien? Écoutez, il faut d'abord que l'armée puisse mieux s'équiper, mieux s'entraîner et être peut-être plus en phase encore avec les autorités politiques du pays. C'est, je pense, quelque chose qui est important à l'avenir. Il faut qu'elle soit ouverte aussi à la possibilité de réinsertion d'anciens miliciens, ce qui a été le cas d'ailleurs après l'accord de Taïf. Il faut aussi que nous songions à la reconstruction du Sud si jamais on arrive à le libérer. Et il est vrai que le gouvernement n'a pas pu faire grand-chose parce qu'en fait, il avait des pressions énormes sur lui avec les déposants dans les banques, la reconstruction du pays, etc. Il faut peut-être que cette question devienne tout à fait prioritaire parce que le retour chez eux des habitants du Sud doit être une priorité très importante. Et vous disiez institutionnel. Je ne pense pas que c'est le moment de renégocier l'arrangement constitutionnel sous lequel nous vivons. Parce que je pense que c'est une question qui doit être menée à froid et non pas à chaud. Et qui doit être menée en dehors du conflit, de notre conflit avec Israël. C'est pourquoi je n'exclus pas cette possibilité. Parce que je ne suis pas du tout content de la manière dont les accords de Taïf ont été appliqués pendant ces 35 dernières années. Mais peut-être qu'il faut attendre pour cela un autre climat politique à l'intérieur du pays et être détaché du conflit qui nous préoccupe aujourd'hui. Si le Hezbollah ne change pas d'attitude, est-ce qu'on peut imaginer une solution avec lui sans passer par la confrontation? Je trouve que ce qui est un peu paradoxal aussi dans la situation actuelle au Liban, c'est que lui n'hésite pas à désigner l'État comme son ennemi, et on le voit d'ailleurs avec des menaces directes à l'encontre du Premier ministre ou d'autres personnages. Mais l'État a beaucoup de mal à adosser ce mot au Hezbollah, c'est-à-dire a beaucoup de mal à dire oui, dans son attitude, dans son comportement, aujourd'hui, c'est un ennemi de l'État. Le Premier ministre a tenté de trouver une solution à ce que vous dites. Il a, dans un discours remarquable d'ailleurs, dit qu'il avait beaucoup d'admiration pour l'activité de Hezbollah jusqu'à l'an 2000. Que sans cette activité, il se peut qu'une bonne partie du Liban Sud soit encore occupée. Ce qui était courageux de sa part. Et ce qui lui a permis ensuite, dans un deuxième moment, de dire « mais depuis, ces armes ne servent plus le même objectif si elles ne sont pas devenues contre-productives ». Ça, c'est une manière de s'exprimer, d'autant plus qu'il est le chef d'un gouvernement qui a décidé que les activités sécuritaires et militaires de Hezb seraient désormais illégales. Donc ça, c'est un récit qui est un récit original, à la fois prenant en considération ce qui s'est passé et ce qui est aujourd'hui le cas. Et cela explique un peu c'est-à-dire qu'il y a chez les gens qui ne sont pas des partisans du Hezbollah une reconnaissance pour les sacrifices consentis par les membres du Hezbollah pour la libération du Liban Sud avant l'an 2000 et qui touchait très souvent les fils même de ces dirigeants. Donc il y a de ce fait-là une espèce de réticence
à considérer que c'est un ennemi intérieur. Mais il y a aussi eu quelque chose de particulier qui ne nous aide pas. C'est que cette question a été posée avec acuité au lendemain même de la guerre de 23-24. Et l'idée a circulé, et les Israéliens ont fait beaucoup pour la faire circuler, peut-être certaines voix libanaises aussi, que désormais il appartenait à l'armée libanaise de poursuivre le travail qu'avait commencé l'armée israélienne. Ça, c'était peut-être une réflexion trop hâtive pour être exacte, parce que l'armée israélienne et l'armée libanaise ne peuvent pas avoir le même rapport ni avec le Hezbollah ni avec ses partisans. Pour l'armée israélienne, c'est un ennemi. Pour l'armée libanaise, c'est un parti qui fait des choses qu'elle considère illégales. Mais dont l'ensemble des partisans, le milieu auquel est sorti ce parti, sont des structures libanaises, font partie du tissu libanais. Mais on pourrait répondre, Hassan Salam, et que au moins au cours de ces 20-25 dernières années, le Hezbollah a fait beaucoup plus de mal au Liban en tant qu'État que ne l'a fait à Israël. On peut dire ça. On peut dire ça. Et les membres du gouvernement libanais n'hésitent pas à dire cela, ni en public, ni en privé. Mais disons qu'il y a eu une déférence liée à l'activité antérieure du Hezbollah, liée même à la guerre de 2006, mais qui aujourd'hui sont des arguments qui portent beaucoup moins auprès de la population, même qui avait soutenu et applaudi l'activité passée du Hezbollah. Mais c'est vrai qu'à la fin des arrangements de 2024, le bruit était celui, bon, maintenant c'est à l'armée libanaise de continuer le travail. Moi, j'avais à l'époque été extrêmement choqué par cette phrase. L'armée libanaise ne peut pas aborder cette question avec les mêmes méthodes, ni avec la même force, ni avec les mêmes moyens d'ailleurs, mais certainement pas avec le même esprit que l'armée israélienne. Pour l'armée israélienne, le Hezbollah est un ennemi, un point c'est tout. Pour l'État libanais, ça ne peut pas être le cas. Ça peut être un parti qui s'est dévoyé sur des chemins qui sont au détriment de l'intérêt national libanais, mais ça ne peut pas être un ennemi pur sucre comme il l'est pour les Israéliens. Donc il y a eu cette faille dans la réflexion. Il fallait, dès le départ, se réapproprier ce dossier en termes libanais, et non pas comme une simple poursuite de ce que les Israéliens ont commencé à faire. Juste avant de venir vous voir, j'étais avec un ambassadeur du G7, d'un pays du G7, et qui me posait la question suivante. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, après la décision du gouvernement d'interdire les activités militaires du Hezbollah, et compte tenu du fait que les ministres du Hezbollah n'ont pas voté cette décision, comment ils peuvent être encore à l'intérieur du gouvernement. Alors, j'ai essayé de lui donner des éléments de réponse, mais j'étais un peu à court d'arguments, et je me suis dit que j'allais poser la question à quelqu'un qui est beaucoup plus équipé que moi pour y répondre. Non, ce n'est pas un gouvernement de parti, le gouvernement actuel. C'est un gouvernement avec des sensibilités différentes. Et il y a effectivement 2 ministres qui ont une sensibilité proche de Hezbollah. Je crois qu'il n'est pas de l'intérêt de Hezbollah de tourner la page de ce gouvernement. Ça peut arriver. Et je crois qu'il n'est pas de l'intérêt du gouvernement de se défaire de ces 2 ministres qui, à titre individuel, sont d'ailleurs très bons. Pourquoi ce n'est pas dans l'intérêt du gouvernement ? Au-delà de leurs compétences Parce que jusqu'ici, ils n'ont pas, en quoi que ce soit, démérité en tant que ministre, ni bloqué les activités, puisqu'il y a une majorité relativement facile à réunir à l'intérieur du parti, du Conseil des ministres. Et puis, on a vu apparaître encore plus clairement le 3 mars dernier, ou le 2 mars, que parmi les 5 ministres chiites, il y avait
au moins 3 nuances différentes. Et ce n'est pas mauvais que les 3 nuances apparaissent clairement comme cela dans le vote d'une résolution du Conseil des ministres. Donc je ne suis pas choqué par cette situation. Est-ce que vous avez l'impression que la guerre et la crise qu'on est en train de vivre au Liban, elle s'inscrit dans la continuité de toutes les crises que l'on vit au moins depuis 50 ans, pour ne pas revenir à 58 ou même avant, ou est-ce qu'on est quand même dans un moment spécial à l'échelle de l'histoire libanaise? Écoutez, c'est quand même remarquable qu'on ait passé 50 ans en soubresaut guerrier. C'est une vie chargée qui est la nôtre. Pas vous qui êtes jeunes, mais nous, notre génération, à partir de 15 ou 20 ans, n'a eu que le souci ou de préserver la paix civile ou de la voir s'effondrer, ou de voir une invasion de l'extérieur ou de la voir partir. Enfin, c'est quand même... Mais il est étonnant que ce pays ait pu conserver tout de même 2 choses. Un régime politique qui n'est pas dictatorial, qui n'est pas très fonctionnel, mais qui n'est pas non plus hostile, ou qui est peut-être corrompu, mais qui n'est pas nécessairement, comment dirais-je, tournant le dos aux intérêts de la population. C'est quand même étonnant qu'on ait gardé cela. Et surtout qu'on ait gardé la liberté d'expression. Ce qui crée une situation de myopie. C'est-à-dire que comme il y a une liberté d'expression dans ce pays, beaucoup de gens pensent qu'il y a beaucoup plus de problèmes dans ce pays qu'il y en a ou qu'il y en a chez les autres, qui ne vous laissent pas s'exprimer, qui peuvent vous mettre en tôle pour un tweet mal intentionné. C'est un pays qui a réussi à garder quand même le pluralisme politique, le pluralisme religieux, la liberté d'expression et un minimum de vie institutionnelle. Tout cela mérite d'être revu, corrigé, avancé, remédié, je suis d'accord. Mais tout de même, avec 50 ans de soubresauts comme les nôtres, sanglantes pour la plupart, comme les nôtres, qu'on puisse garder cela, me donne une vague idée d'optimisme pour l'avenir de ce pays. Donc on peut s'accrocher encore à quelque chose? Je crois qu'on peut s'accrocher à quelque chose. Je crois que les Libanais doivent un peu élargir leur horizon. Ils verront qu'ils font partie d'une catégorie d'États faibles, vulnérables, sinon faillis, qui comprend au moins une 60aine d'États à travers le monde. Et le leur n'est pas le moins bien loti. Il a su traverser guerre civile, invasion extérieure, groupes armés, super armés en dehors de l'autorité de l'État. Il a toutes sortes d'atteintes à sa souveraineté interne et externe. Et il s'en sort avec l'idée qu'il peut rétablir sa souveraineté s'il commence à le faire d'une manière sérieuse et soutenue. Est-ce que vous avez encore un peu d'énergie disponible? J'ai toute l'énergie que l'Orient le jour exige. On va passer un peu au sujet iranien désormais. J'aurais aimé d'abord savoir, vous qui avez été impliqué dans le processus qui a suivi le conflit en Irak, en quoi le conflit en Iran est similaire et en quoi il est différent de l'aventure irakienne de 2003? Il y a des similitudes, mais il y a des différences importantes. Il y avait dans les 2 cas une volonté de régime change. Mais la différence, c'est qu'elle était assumée par George W. Bush et elle était niée, elle était comme une espèce de coup de poker dans l'espoir que ça marche. Coup de loto, si vous voulez, appelez ça comme vous voulez, mais un coup de chance, si vous voulez, que l'administration Trump recherchait. Mais il y avait une volonté de régime change dans les 2 cas. La deuxième différence importante à mes yeux, c'est qu'il y a eu un déploiement au sol. Et cela fait une grosse différence. Ça vous permet de tester véritablement armée contre armée, comment ça fonctionne. Et ça vous permet de décider quand il y a eu victoire et victoire de qui. Moi, je vous dis, j'ai compris que les Américains avaient gagné la guerre en Irak
lorsque j'ai vu le ministre de l'Information de l'époque, Sahaf, continuer sa conférence de presse, alors que tout le monde voyait, sauf lui, des chars américains entrer dans Bagdad, sur le fond de l'image que nous donnait la caméra. En Iran, on a été privé de cette possibilité. On sait qu'il y a eu énormément de destruction, mais le fait qu'il n'y a pas eu de déploiement au sol ne vous permet pas de dire qu'il y a eu une guerre et à quel moment vous pouvez dire qu'il y a eu un gain. La troisième, et c'est un peu lié aux deux autres, les Américains avaient préparé au département d'État une manière de gérer l'Irak après l'avoir occupé. Et c'était très idéologique, c'est-à-dire on était dans la phase des néoconservateurs qui voulaient répandre la démocratie. On avait Wolfowitz et compagnie, Richard Pearl et tous les autres qui faisaient toute une théorie sur l'Irak devenant un peu la source de démocratisation pour tous les pays. Et il y avait une liste de 6-7 pays qui devaient suivre, la Syrie, l'Iran et d'autres encore. Il y a très peu d'idéologie dans la guerre que nous venons de vivre. Il y a un nationalisme assez brutal de part et d'autre. L'Amérique qui veut rétablir ses biceps et les montrer à travers le monde, et un Iran réuni autour de son nationalisme primaire beaucoup plus que de son idéologie islamiste. Donc je ne vois pas beaucoup d'idéologie, sinon un réveil du nationalisme de part et d'autre. Voilà les trois grandes différences que je vois entre les deux cas. Mais c'est vrai qu'en Iran, on ne voit pas les Américains devant gérer l'avenir, alors qu'en Irak, il y a eu une différence majeure. Comme ils étaient sur le terrain et qu'ils ont pris sur eux de gérer l'après-guerre, ils ont perdu la guerre après l'avoir gagnée. Il y a eu deux moments. Ils ont pu gagner la guerre proprement dite en quelques semaines. Et ensuite, quand ils ont géré si mal, si idéologiquement, si gauchement les affaires irakiennes, ils ont perdu ce qu'ils avaient gagné à la guerre proprement dite. On ne va pas assister à cela normalement en Iran. Et on livrait l'Irak à l'Iran à ce moment-là aussi. Ils ont, entre autres, fini par effectivement offrir l'Irak à l'Iran. L'autre différence... Et ça a créé quelque chose de plus important. À la fin du XXe siècle, en 1999-2000, l'idée générale des observateurs de l'Iran, c'est que la révolution s'était calmée, que Rafsanjani a établi ce que beaucoup de gens ont écrit, Thermidor. Il y a au moins 3 livres qui disent le Thermidor iranien, qui sont datés de 99-2000. Rafsanjani avait fait un grand accord avec l'Arabie saoudite à l'époque sur la production pétrolière. Il y avait un autre Iran qui était... Mais la guerre d'Afghanistan qui a permis aux Iraniens d'aider les Américains à conquérir l'Afghanistan, et surtout l'affaire irakienne qui a ouvert les vannes irakiennes devant un Iran qui n'attendait que cela depuis sa défaite dans la guerre avec l'Irak, eh bien, ont rallumé l'exportation de la révolution dans le cœur des Iraniens, ont permis de marginaliser toute l'équipe, Rafsanjani, ensuite Khatami, etc., et ont ramené la vision de la révolution islamique telle que déclinée par l'ayatollah Khamenei. Donc ça a eu non seulement des conséquences sur la géopolitique régionale, mais même sur les orientations du régime iranien lui-même. L'autre différence intéressante peut-être entre ces deux moments, c'est le rôle israélien dans l'équation. Plus on pioche dans le cas irakien, plus on trouve un rôle israélien. Peut-être pas aussi assumé, aussi public que l'a été le rôle israélien dans l'affaire iranienne, mais nous savons maintenant que les Israéliens et que plusieurs chefs militaires israéliens étaient les conseillers de l'armée américaine en Irak en 2003. Donc c'est vrai que c'était moindre que ça l'est aujourd'hui, il était déjà... mais il était déjà là. Il y a deux analyses aujourd'hui à ce moment-là du conflit. Je ne sais pas si on est à la mi-temps ou à la fin du match, l'avenir le dira.
L'une qui est majoritaire, qui dit l'Iran est le grand gagnant, il a résisté, le régime tient encore debout, le contrôle du détroit d'Ormuz lui donne un avantage stratégique évident, et tous les objectifs qui avaient été annoncés par les États-Unis et par Israël n'ont pas été atteints. Et l'autre, qui est plus minoritaire, dit attendons de voir, puisque tout de même, il y a eu plus de 20 000 frappes contre le régime. C'est un régime qui est très affaibli, qui est asphyxié, qui a perdu une grande partie de ses défenses, qui est détesté aujourd'hui par ses voisins. Et cette guerre pourrait produire des effets dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc, il est beaucoup trop tôt pour parler de victoire. Où est-ce que vous vous situez ? La réponse simple, je veux dire, est une réponse de l'école des fans. Tout le monde a gagné. Mais vous n'avez pas les réponses simples. Je n'aime pas les réponses simples. Non, quand elles sont persuasives, oui, mais elles ne le sont pas toujours. Écoutez, ça dépend surtout du moment où on se place. Si vous vous placez aujourd'hui, la première thèse est la bonne, je crois. Le régime a tenu. Il a découvert que son arme de destruction massive n'était pas le nucléaire, mais Hormuz, et la fragilité des pays qui sont de l'autre côté du Golfe, dont on ne parle pas assez. La facilité avec laquelle il a cassé le tabou qu'il pouvait frapper des cibles civiles de l'autre côté est quelque chose qui doit être retenu avec beaucoup d'attention. Donc, il a tenu, il a acquis une nouvelle arme de destruction massive à bas prix et il a menacé ses voisins et il leur a dit qu'il n'y avait pas de tabou concernant leur sécurité. C'est énorme, c'est énorme. Du côté américain, il n'y a pas seulement que le régime change n'a pas eu lieu, il y a le fait que les Américains n'ont pas entraîné beaucoup d'amis avec eux. Peut-être qu'ils ne l'ont pas cherché, mais quand on voit Bush père ramasser 75 pays avant d'aller attaquer l'Irak, quand on voit le Bush fils tenter de au moins mener les Britanniques, les Espagnols, les Polonais à l'époque avec lui, là, les Américains ont fait ça avec les Israéliens et à l'instigation des Israéliens dans la fameuse réunion du 11 février. Tout cela n'est pas bon pour l'Amérique. Tout cela n'est pas bon pour l'Amérique. Et d'ailleurs, c'est une guerre qui n'a jamais eu une majorité de l'opinion publique américaine pour l'applaudir. C'est pas bon pour Trump, c'est pas bon pour les élections partielles de novembre prochain pour le président actuel. Donc aujourd'hui, si on pose la question, on peut dire que c'est la première thèse qui est la bonne. Seulement si on se place dans un moment de relative sérénité et que les manifestations pour la démocratie ou contre la corruption ou contre les contraintes sur la vie personnelle des Iraniens reviennent dans quelques mois et que le régime glisse dans une répression sanglante comme il l'a fait dans le passé, on verra que notre analyse de ce régime est différente et qu'un même régime qui montre énormément de résilience par rapport à l'ennemi extérieur peut montrer beaucoup de faiblesse par rapport à de simples civils de ses compatriotes. Donc ça dépend aussi du moment où on se place. Aujourd'hui, tant que le régime est en confrontation avec le grand Satan, comme il l'appelle, il m'a l'air en bonne santé. Demain, s'il est face à, je ne sais pas, des manifestations d'étudiants ou de femmes, etc., il peut montrer beaucoup plus de vulnérabilité. Est-ce que cette guerre, elle marque la fin du moment américain ? Il y a beaucoup aussi d'analystes qui comparent ce moment à la crise du canal de Suez en 1956 et qui disent, de la même façon que Suez a marqué le début du grand déclin britannique, cette guerre va marquer le déclin de l'hyperpuissance américaine. Ça me fait sourire parce que j'ai toujours pensé que les Britanniques et les Français n'aimaient pas qu'on leur rappelle Suez, mais que Suez a joué un rôle capital dans l'évolution du système international. Je l'ai toujours pensé, je l'ai toujours écrit. C'est pourquoi je n'appelle pas Suez facilement d'autres événements. J'ai de la réticence. Suez a été
un moment où les puissances coloniales classiques ont été remplacées par les deux superpuissances de la guerre froide au Moyen-Orient. Donc c'est un moment capital et personne ne peut contester ce constat. Dans le cas de l'opération américaine contre l'Iran, il y a plusieurs questions qui ne sont pas d'une clarté totale. Certes, il y a une comparaison évidente, une similitude évidente avec Suez, car les Britanniques et les Français ont été entraînés par M. Ben Gurion à l'époque, donc par les Israéliens. Le rôle d'incitateur joué par Israël est le même dans le cas de Suez autant que dans le cas de l'Iran. Est-ce que les effets sont les mêmes? Est-ce qu'en réalité, en incitant la Grande-Bretagne et la France à s'engager dans une opération hasardeuse, les Israéliens ont conduit exactement au contraire de ce qu'ils recherchaient, car c'était le cas. Le conflit a été intégré dans le conflit Est-Ouest et leurs alliés ont été défaits. Non pas défaits militairement, mais défaits politiquement. Encore une fois, par l'intervention la supériorité des armes n'est pas une garantie de traduction en termes politiques. Ça, c'est aussi un exemple intéressant. Le cas de l'Iran, de l'Amérique en Iran, est un cas qui fait réfléchir l'observateur avant de répondre aussi clairement que ça. Parce qu'il faut véritablement distinguer ce qui relève de la précipitation de Trump à engager une guerre mal pensée, mal préparée, mal vendue, mal entourée par les Alliés, et de ce qui relève d'une espèce de déclin historique lié à ce que l'Amérique peut et peut ne pas faire. Il est très difficile à l'heure actuelle de distinguer ceci de cela, c'est-à-dire de distinguer ce qui est propre à l'administration Trump de ce qui est propre à la structure de la puissance américaine. Mais ce qui est sûr, c'est que cette opération marque un déclin relatif de la puissance américaine. Comme la guerre d'Ukraine a dévoilé un déclin réel de la puissance russe. Mais jusqu'à quel point? Et jusqu'à quel point ce déclin est réversible sont des questions à laquelle je ne sais pas répondre à l'heure qu'il est. Et les effets de ce conflit sur l'ordre international à plusieurs niveaux, notamment dans la relation avec la Chine, notamment dans la question du nucléaire, dans la nouvelle réalité sécuritaire pour les pays du Golfe, est-ce que ce sont déjà des choses qui sont perceptibles ou qui sont encore en mouvement et difficiles à analyser pour le moment? Écoutez, le système international a reçu un coup supplémentaire. Ce n'est pas le premier depuis une vingtaine d'années. D'abord, c'est une superpuissance qui s'engage dans une guerre qui est une guerre de choix, qui n'est pas une guerre d'autodéfense. Ensuite, sur un thème qui est celui du régime change qu'on croyait enterré et que Trump lui-même avait déjà enterré plusieurs fois et qu'il déterre pour l'utiliser lui-même. Une guerre sur une question qui n'a jamais trouvé une réponse définitive de la part des Occidentaux. Pourquoi Israël a droit à avoir une arme nucléaire et pas l'Iran? Ça, c'est une question à laquelle il n'y a jamais eu de réponse réellement convaincante, définitivement convaincante, de la part de ceux qui veulent que l'Iran ne soit pas une puissance nucléaire. Pourquoi le Pakistan l'est? Pourquoi l'Inde l'est? Pourquoi Israël l'est? Pourquoi l'Iran ne l'est pas? Tout cela n'est pas de nature à favoriser le système international, sans compter la paralysie du Conseil de sécurité. Mais moi, je voudrais, pour vos auditeurs, prendre un exemple plus concret. Un des piliers essentiels du système international sur lequel nous vivions, et j'utilise le passé, était par exemple le droit de la mer. Et la facilité avec laquelle je vois ce traité, un pilier essentiel
de 1982 en train d'être violé, la facilité avec laquelle il est violé sans que le monde entier ne réagisse me panique. Les Iraniens viennent et disent voilà un détroit, je vais maintenant faire payer une taxe pour chaque baril ou pour chaque bateau qui passe. Mais la liberté de navigation dans les détroits naturels, ce qui est le cas d'Ormuz, ce qui n'est pas le cas de Suez ou de Panama, et qui n'est pas le cas non plus des Dardanelles, parce que les Dardanelles sont des pays où les deux riverains sont les mêmes. La Turquie est à droite, la Turquie est à gauche. Là, c'est un détroit international, parce que c'est l'Oman qui est à droite et l'Iran qui est à gauche. La liberté de navigation dans les détroits naturels plurinationaux est une règle de base du droit de la mer. Il a été violé. Et au lieu de réparer cela, les Américains viennent et disent on va établir un blocus maritime contre l'Iran. Deuxième violation. Moi, je prends ce cas concret pour dire voilà un pilier important du système sur lequel nous vivions. Si on le bouscule, si on l'ébranle comme ça, impunément, qu'est-ce qui va rester de ce système international? Conseil de sécurité paralysé, les organisations humanitaires mondiales qui sont privées de 40% de leur financement par les pays riches, des grandes puissances qui prennent des aventures énormes, la Russie en Ukraine, avant cela en Géorgie, et les États-Unis maintenant en Iran, avant cela au Venezuela, qui, comme ça, publiquement disent « Tiens, le Groenland me plaît, je voudrais étendre ma souveraineté, etc. » C'est-à-dire ici, l'article 2, paragraphe 4 de la charte aussi est jeté à la poubelle. Qu'est-ce qui va rester de ce système international? Je le dis avec peine, parce que nous, petits pays comme le Liban, nous avons beaucoup plus besoin d'un système international qui marche que les pays qui ont les moyens de le violer impunément. Nous, on n'a pas les moyens de le violer impunément. Nous, on peut être même punis si on le violait, ou on peut être regardé avec indifférence. C'est pourquoi nous avons besoin d'un système international qui marche. Je ne dis pas qu'il était idéal, celui sous lequel nous vivions jusqu'à il y a quelques années, mais il est certainement mieux que la loi du plus fort qui est en train maintenant de s'installer dans les relations internationales. Une dernière question et ce sera fini. C'est probablement la question à titre personnel qui m'inquiète et qui m'obsède le plus, qui me travaille le plus depuis au moins le début de la guerre en Iran. Et j'aimerais avoir votre réflexion sur le sujet, c'est-à-dire que moi j'ai le sentiment qu'au Moyen-Orient, on est aujourd'hui dans une impasse totale, dans le sens où la force, l'utilisation de la force ne mène à rien. On l'a vu dans bien des cas, on l'a vu encore le 7 octobre, on le voit dans la guerre en Iran, on l'a vu en Irak, en Syrie, etc. etc. Et en même temps, c'est le seul langage que comprend la plupart des acteurs. Et donc nous sommes dans une situation où à la fois la guerre ne mène nulle part, mais où le statu quo est souvent intenable pour ceux qui le subissent. C'est le cas pour les Palestiniens vis-à-vis d'Israël, c'était le cas pour les Syriens vis-à-vis de Bachar el-Assad, c'est le cas aujourd'hui pour les Iraniens et même pour une partie de la région vis-à-vis du régime iranien. Comment on fait pour sortir de cette impasse totale? Est-ce qu'il y a la possibilité d'ouvrir une troisième voie? Il y a certainement, parce que comme vous le dites, le statu quo est intenable et la guerre est insoutenable. Vous avez tout à fait raison. Il doit y avoir une troisième voie. Mais cette troisième voie doit être convaincante. Elle est faite de quoi? Elle n'est certainement pas faite de promesses de Riviera. Qu'on va faire une Riviera à Gaza, une autre à Tyr, et je ne sais pas où. Une autre sur la mer Caspienne. Vous avez entendu parler de celle-là? Elle était belle, celle-là, c'est de la mer Caspienne. Ce n'est pas par la construction ou la promesse de Riviera qu'on va marcher. Et la région n'a pas besoin de plus d'un Dubaï. Un Dubaï suffit largement à la région. Il faut véritablement prendre les intérêts des gens au sérieux. Et commencer à leur dire qu'un minimum d'ordre dans leur vie quotidienne est quelque chose qui leur permette d'éduquer proprement leurs enfants et de leur préparer un meilleur avenir. Jusqu'ici, tel n'était pas le cas.
C'est-à-dire les États n'ont pas fait leur devoir en matière de persuasion, qu'ils étaient là pour aider la population à s'épanouir. Et c'est pourquoi le contrat social dans la plupart de nos pays est cassé. Et quand le contrat social est cassé, il n'y a pas pour les dirigeants ou pour les ambitieux au sein de la population d'autre moyen que de recourir à la violence. Parce que la violence permet, pense-t-il, de précipiter un mouvement souhaité qu'ils ne peuvent pas obtenir par voie normale. Il est vrai que le Moyen-Orient a vécu longtemps dans une espèce de pratique impunie de la conflictualité. Mais regardez, il y a des conflits qui n'aboutissent pas nécessairement à leur traduction en guerre. Les relations algéro-marocaines ne sont pas bonnes depuis des années. Grâce à Dieu, on n'a pas une troisième guerre algéro-marocaine. Parce qu'il y a une certaine maturité qui s'installe chez les gens. Regardez le comportement des Houthis au cours de la dernière guerre. Ils auraient pu faire beaucoup plus de mal à la navigation dans la mer Rouge, par laquelle passe le double de ce que passe par le détroit d'Ormuz en matière de marchandises. Tel n'a pas été le cas. La circulation a continué. Notre problème, c'est que l'histoire n'écrit que l'histoire des tragédies qui ont eu lieu, mais elle n'écrit pas celle des tragédies qui ont été évitées. Et pour ce qui concerne ce pays, qu'après 50 ans de soubresauts extrêmement violents, aussi violents qu'une guerre civile qui a donné la mort à des dizaines de milliers de Libanais, qui a fait émigrer à l'époque pratiquement 1/5 de la population, peut-être même 1/4 de la population, qui a connu des invasions aussi énormes que celle de 1982, qui a connu des mouvements armés s'y installer et quasiment y prendre le pouvoir. Que l'on puisse aujourd'hui, vous et moi, discuter librement, en y pensant et en essayant d'imaginer un avenir différent de celui du passé des 50 dernières années, qu'on puisse encore avoir la force, la possibilité d'imaginer un avenir différent du passé, c'est qu'il y a des éléments de résilience discrets qui sont dans les situations parfois les plus désespérées. Merci beaucoup, M. Salamé. Merci à vous.